Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, bonjour à tous, on se retrouve dans la joie et la bonne humeur pour une vidéo vraiment, une vidéo fondation qui est indispensable, qui va vous permettre en fait de bien comprendre pourquoi parfois nous tous, quand on apprend l'anglais, on bataille. Donc une fois que vous avez compris ça, c'est beaucoup plus simple parce que ça vous permet de « Ah ok, ça fonctionne comme ça au niveau vocabulaire. D'accord, c'est pour ça qu'au niveau des temps, j'ai telle et telle difficulté. Ah ok, la prononciation. Donc ok, c'est pour ça qu'au niveau prononciation, parfois je bloque un peu. » C'est vraiment l'objectif de cette vidéo, non pas vous montrer que vous bloquez, absolument pas, mais de dégripper tout ça en explicitant littéralement. Vous allez vous dire, j'espère, ah en fait, ok, c'est ça, j'arrivais pas forcément à mettre le doigt, mais maintenant je comprends bien mettre le doigt dessus, quelles sont les différences entre le français et l'anglais. Donc déjà, un truc tout simple, anglais et français, c'est des langues quand même qui sont relativement proches. Vous avez la grande famille des langues indo-européennes qui va de l'hindi, oui, la langue la plus, je crois, la plus parlée en Inde et qui va jusqu'à, excusez-moi, je regardais le micro, qui va jusqu'à, entre guillemets, chez nous. D'ailleurs, petite parenthèse, mais il y a certains historiens qui disent, sans doute avec une certaine forme de provocation, quoique, que en fait l'Europe, c'est simplement le bout de l'Asie. Et quand vous regardez sur une carte, géographiquement, on ne peut pas le nier, c'est vrai. Donc le français et l'anglais font partie de la grande famille de ces langues indo-européennes. Sauf que, évidemment, il y a des, ça c'est notre grande famille, mais il y a des branches, comme dans toute famille élargie. Et la branche du français, c'est les langues romanes, qu'on appelle aussi, c'est la même chose que langue latine. Donc vous avez par exemple le roumain, l'espagnol, le catalan, l'italien, etc., le portugais et même évidemment aussi le portugais brésilien. Et vous avez de l'autre côté les langues germaniques, donc évidemment allemand, anglais, typiquement. Sauf que ce qui s'est passé par, je dirais, les tourments de l'histoire, l'anglais a été extrêmement influencé par le français et c'est là où c'est dangereux pour nous. Donc première astuce, dès que vous voyez un mot qui ressemble lettre pour lettre ou vraiment qui est très proche du français, c'est là où vous devez avoir une espèce de panneau attention qui apparaît et de vous dire ok, là je me souviens que c'est souvent sur ce type de mots que la prononciation est bien différente du français parce qu'évidemment il ressemble beaucoup au français donc on va le prononcer comme en français. Par exemple, tenez attention, attention, non pas attention, attention. Vous voyez, entre attention et attention, c'est totalement différent. Et qu'est-ce qui change? C'est évidemment pas la graphie, c'est-à-dire l'orthographe. C'est exactement la même chose, mais c'est la façon dont ils se prononcent. Puisque les mots en shun en anglais voient la syllabe qui est juste avant porteuse de l'accent tonique. Vous savez que dans les mots qui ont deux syllabes ou plus en anglais, vous avez toujours une syllabe qui est accentuée. Ici, c'est là. Attention, ok? Attention. Bon, j'ai un peu gribouillé. Je retombe dans mes mauvais travers. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je me suis un peu soigné au niveau gribouillage. Donc évidemment, le fait qu'elle soit proche, ça va nous permettre de trouver des passerelles. Mais ne vous méprenez pas. L'anglais n'est pas du français en anglais. Bonne nouvelle cependant, non seulement, et alors là, j'ai vu des gens qui m'énervent vraiment, qui sont soi-disant de grands intellectuels qui vous expliquent que l'anglais est un danger, évidemment, ça va dégrader le français. Regardez, les jeunes, ils écrivent déjà n'importe comment, langage SMS. Donc, vous imaginez si on leur enseigne une langue étrangère, en plus de leur ouvrir l'esprit, il va falloir qu'ils maîtrisent encore mieux le français. Donc, ça va dégrader leur français. Ben non, ça marche pas comme logique. Vous voyez, c'est complètement débile. Donc, non, évidemment, bon, débile, c'était un peu fort. Je retire. C'est à mon avis faux. Voilà, pour rester un peu consensuel. Parce que évidemment, si vous apprenez l'anglais, vous n'allez pas dégrader votre français. Et même plus, et je vais vous le prouver dans quelques instants, vous allez améliorer votre français parce que ça va vous obliger à vous poser des questions sur des aspects que vous maîtrisiez peut-être de manière plus ou moins intuitive, mais pas forcément correctement. Et du coup, vous allez aussi corriger vos fautes
parfois en français. Bon, déjà au niveau vocabulaire, il faut savoir que vous avez quasiment 2/3 des mots de la langue de Shakespeare qui viennent de la langue de Molière. D'accord? Jusqu'à 2/3. Et c'est pas moi qui le dis, c'est alors Henriette Walter, qui est vraiment une linguiste émérite. C'est pas n'importe qui, c'est une grande dame si je fais quelque chose un peu caricatural, dans l'étude des langues, d'accord? Et de par ses recherches, en fait, elle s'est aperçue que vous avez 2/3 du vocabulaire, alors qui vient à la fois évidemment du latin et ce qui était la forme dégradée à la chute de l'Empire romain, donc entre le 5e et le 10e siècle. Vous voyez, vous avez l'anglais le latin qui est populaire, qui s'est peu à peu dégradé, qui a donné naissance à vraiment à l'ancêtre du français, d'accord? C'est vraiment entre le 5e et le 10e siècle, qui est passé évidemment déjà au Royaume-Uni, notamment par tout ce qui était religion, noblesse. Et évidemment, après, vous avez eu la conquête d'une partie du Royaume-Uni par les Normands, donc qui ont amené le côté, entre guillemets, français. D'accord? Et ce qui se passe, c'était le fait que ce français, ce normand, comme le latin ou les formes postérieures au latin étaient notamment maîtrisées par la noblesse, l'église, etc., donc les gens de religion. Et ce qui fait que vous avez parfois une racine germanique et une racine latine ou normande en anglais selon le contexte. Regardez, pig, c'est le cochon, donc racine germanique, et pork, le porc. Qu'est-ce que c'est? C'est la viande de cochon. Et ce qui permet aussi, et ce qui fait que l'anglais a un vocabulaire extrêmement étendu, c'est pour ça aussi que c'est assez complexe au niveau vocabulaire l'anglais, parce que vous avez une richesse de vocabulaire qui est plus importante qu'en français. Et c'est ce qui lui permet, en fait, le fait d'avoir cette double origine, c'est entre guillemets mixité. Là aussi, je simplifie les choses, mais c'est tout de même exactement ce qui se passe. Ça lui permet d'avoir une grande richesse de vocabulaire. C'est ce qui fait qu'au niveau vocabulaire en anglais, parfois, c'est normal aussi qu'on bataille parce que l'anglais est vraiment précis. Vous voyez, le porc, la viande de porc, nous, c'est le même mot en français. Et regardez, même des mots où on a se dit, oh, ça ressemble pas vraiment au français, ça vient quand même, vous voyez, du mot mousseron. Le mousseron qui est un petit champignon, espèce, si je ne dis pas de bêtises, comestible, mousseron, mushroom. Mushroom, c'est le champignon en anglais. Cependant, parfois, vous avez de faux amis et c'est là où il faut se méfier. On a tellement de mots en anglais qui viennent du français ou du latin ou d'une racine qu'on identifie, voilà, pour faire simple, comme du français, que des fois, on a des faux amis qu'on appelle false. Cognate, ok? False. Cognates, ici avec le S. Et par exemple, quand vous voyez to hurt, qui a donné en français heurter, c'est blesser. Donc là déjà, on pourrait se dire, ok, to hurt, heurter. Non, c'est blesser. Mais en plus, parfois, on a des mots qui ressemblent à une racine latine ou française et c'est pas le cas. Par exemple, comme to bless. Ça, c'est pas blesser. Ça veut dire bénir et ça vient pour le coup d'une racine anglo-saxonne. Proto, ça veut dire l'ancêtre, comme dans prototype, qui est l'ancêtre de tout ce qui va être produit en série, qui est le premier. Donc là, proto-germanique. Petit terme technique que vous n'êtes pas obligé de retenir, évidemment. Donc, vous voyez, on a deux sortes de faux amis. C'est pour ça qu'il faut se méfier. To bless, à la fois, c'est un faux ami parce que c'est pas blessé, mais c'est un faux ami parce qu'en fait, ça vient pas du tout de l'ancêtre du verbe blesser en français ou en latin, etc. Et en plus, parfois, on a certains mots qu'on a conservés en français et en anglais qui se ressemblent beaucoup, mais qui ont deux sens différents. Et pourtant, ils ont la même racine, entre guillemets, latine. To hurt est l'exemple parfait. D'accord? C'est blesser en français et to hurt, comme on dit heurter en anglais, on va dire là quelque chose de différent, to hit. Ok? Donc méfiez-vous. Méfiez-vous de ces false cognates, ok? Cognates, false cognates. Perfect.
Là aussi, c'est un terme technique, mais c'était juste pour vous entraîner sur le côté prononciation. False cognates. Allez-y. Vous voulez essayer? Ok, allez-y. Vous avez l'accent tonique ici. False cognates. Perfect. Donc ensuite, au niveau du système des temps, et alors là, vous avez une conception du temps qui est totalement différente. On ne se situe pas dans l'action quand on raconte ce qui se passe en anglais, que ça se passe dans le futur, dans le présent ou dans le passé, de manière similaire par rapport au français. Regardez, je chante. On peut le traduire par I sing every day, je chante tous les jours en général. I'm singing, je suis en train de chanter en ce moment. Et depuis ce matin, I have been singing since this morning. That's why it's raining outside. C'est pourquoi il est en train de pleuvoir. Il pleut, vous voyez, il pleut, c'est it rains every day. Il pleut tous les jours. It is raining. Il est en train de pleuvoir. Et pourtant, ça sera la même forme verbale parce qu'on ne voit pas les temps de la même façon. Ce qui compte en anglais, c'est est-ce que c'est une habitude, quelque chose qui arrive assez souvent. Dans ce cas-là, on aura une forme simple qui est répétitive, d'accord? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se passer? Dans ce cas-là, on a une forme continue, que ça se passe dans le passé, que ça soit en train de se passer dans le présent ou même dans le futur. C'est le cas ici, par exemple, dans le présent avec I'm singing, ok? Et alors, si on a quelque chose qui est répétitif, mais en plus qui commence dans un temps et dans une période du temps et qui continue jusque dans une autre période, par exemple, qui commence dans le passé et qui continue dans une seconde période qui est le présent, vous voyez, vous avez passé et présent, d'accord? Et après, vous allez avoir votre futur. Du coup, ben là, vous allez utiliser à la fois une forme continue, mais aussi une forme parfaite, d'accord? C'est le present perfect. Je vis à Paris depuis 2 ans, c'est la même chose. Regardez, je chante, je vis à Paris depuis 2 ans. On est à cheval entre 2 périodes, entre le passé et le présent. Et c'est cette façon-là que les anglophones réfléchissent pour concevoir les temps. Parce que sinon, vous allez dire « I live in Paris for 2 years ». Et là, vous faites une énorme faute. Parce que vous avez réfléchi dans le système des temps français pour faire une phrase en anglais. Voilà. Même chose, regardez au passé, tu as pleuré, tu pleurais, tu pleuras. You've cried, you were crying and you cried. Sorry, my mistake here. Je le corrigerai sur le... vous pouvez télécharger évidemment toutes les diapositives, hein, j'ai oublié de vous le dire, je le corrigerai sur le PDF that you can download by clicking on the letter I. Vous cliquez sur la lettre I. Dans le coin en haut à droite, si vous voyez pas le i pour télécharger toutes les diapos, vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous. Donc you've cried, là on est à cheval entre le présent, entre le passé et le présent. Vous voyez, c'est notre forme parfaite. You've cried and now your eyes are red. Et maintenant tes yeux, par exemple, conséquences sont rouges. Donc là, encore une fois, on est à cheval entre 2 périodes, passé et présent, ce qui fait qu'on a une forme parfaite, le present perfect. You were crying, tu étais en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on utilise en français? L'imparfait. You cried, tu pleuras, tu pleurais parfois aussi, ça dépend, on va utiliser parfois l'imparfait, parfois le passé simple. Donc faites pas des équivalents. Mais pour ne pas faire des équivalents, il faut comprendre ça. Qu'on a une conception du temps qui est totalement différente entre l'anglais et le français. Donc méfiez-vous, c'est pas parce que ça ressemble beaucoup. Et au passage, to cry, c'est pas crier, c'est pleurer. Vous voyez, on parlait des false cognates juste avant. Là, vous en avez un autre. Et c'est pour ça que l'anglais est une langue difficile. En plus de la prononciation. C'est parce qu'on a tous ces petits pièges dans lesquels on peut tomber si facilement et si souvent. D'accord? Et d'ailleurs, quand je vous disais que ça va améliorer votre français, il y a plein de gens qui font pas la différence entre je ferai et je ferai. Ici, c'est votre présent simple. I will do it. Je le ferai. D'ailleurs, normalement, on devrait le prononcer le AI ici si on parlait vraiment bien français comme un et. Sauf qu'on prononce tous à l'oral, la plupart d'entre nous, ferai, ferai. Ça devrait être ferai, ferai. OK? Et là, avec le S, c'est le conditionnel. I would do it, je le ferai si. OK. Vous voyez, là, c'est l'hypothèse. Si ça arrive, donc, il y aura aussi telle conséquence. Là, on est vraiment dans
l'irréel. Là, on est dans ça va se passer dans le présent, dans le futur, ok? Donc c'est pour ça que l'anglais, il va évidemment pas dégrader votre français. Il y a des gens qui vont vous dire ça, et d'ailleurs au passage, c'est souvent des gens qui ne maîtrisent absolument pas l'anglais. Au niveau de la syntaxe, c'est-à-dire dans quel ordre on met les mots. Donc là, il faut être un petit peu malin. Quand vous voulez parler, passer du français à l'anglais. Et vous avez des phrases typiquement françaises et assez complexes comme celle-ci. Vous allez voir, vous savez déjà le dire, j'en suis sûr. Je vous serais gré de bien vouloir m'adresser le bordereau rempli. Être gré de, bon là ça sent l'ancien français si je puis dire. On a un côté presque chevaleresque. Je vous serais gré. Comment on traduit ça mot à mot? Et là, si vous cherchez à faire du mot à mot, bon bah c'est mort. Hein. Vous voyez, ça m'en a fait plisser les yeux. C'est bien compliqué. Donc, vous simplifiez. S'il vous plaît, donnez-moi le bordereau rempli. OK? Can you send me the completed form? Bordereau, formulaire, form. OK? Easy. Vous voyez, formulaire, form. Easy peasy. So, can you send me the completed form? Est-ce que vous pouvez m'envoyer le bordereau complété? Et alors, comme on aime bien faire des phrases vraiment anglaises, on emploie les formes qu'utilisent les anglophones pour faire une belle question, à savoir non pas can, mais could. OK? Et évidemment, on peut même rajouter un please ici. Could you... Oh, je l'ai mis ici. Could you please, vous pouvez le mettre à la fin ou ici, il n'y a aucun problème, ça change rien. Could you please send me the completed form? Est-ce que vous pourriez m'envoyer le formulaire complété, le bordereau complété? C'est la même chose que je vous serais gré de... Hop, voyez? Donc, au niveau de la syntaxe, au niveau de l'ordre des mots, simplifiez-vous la tâche en utilisant la richesse de votre langue maternelle. Par exemple, le français. Mettons que c'est le français. Comment je dirais ça plus facilement en français? Donnez-moi le bordereau rempli. Vraiment la forme la plus, entre guillemets, primitive. Give me the completed form. C'est un peu too much. Can you give me the completed form? Could you please give me the completed form? Or send me. Perfect. Voyez? Send me the document with the information. Envoyez-moi le document avec les informations. À la limite, on pourrait même dire ça. Si vous ne savez pas dire bordereau, c'est pas grave. Send me the document with the information. Et les informations, comme c'est un indénombrable, ça ne prend pas de S. Et piece of information, une information, les informations, information. OK? Faites là aussi attention parce que derrière le vocabulaire, vous avez toujours la grammaire. Donc ça, cette phrase, je suis sûr que vous la connaissiez. Peut-être que vous ne saviez pas dire the completed form, c'est pas grave. Send me the document with the information. Ça, vous savez le dire. Et c'est presque aussi bien que je vous serais gré de bien vouloir en anglais. OK? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin. Des fois, on se fait des montagnes. Je vais commencer à pratiquer, à vraiment parler anglais quand j'aurai acquis un vocabulaire énorme, etc. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez vous lancer et ça, c'est l'exemple parfait. Et servez-vous de la richesse du français pour reformuler déjà en français, simplifier et ça vous aidera grandement. Maintenant, même chose, regardez pourquoi bien connaître le français va vous aider à bien parler anglais. Et si vous ne connaissez pas bien le français et que vous partez du français qui est votre langue maternelle, ça va vraiment vous gêner pour bien parler anglais. Et l'écrire. Parce que si vous dites « ce film finit mal », on comprend bien que « mal » ici, il vient qualifier « finir ». D'accord ? On ne parle pas du film, c'est la fin qui est mal, c'est pas le film qui est mal. Donc, lorsqu'un mot vient qualifier, vient former, sculpter un verbe, qu'est-ce que c'est? C'est un, comme son nom l'indique, adverbe. D'accord? Si ce mot venait définir, qualifier film, ce mauvais film, par exemple, finit bien, mauvais ici, ça serait un adjectif. Alors évidemment, on n'a pas le trait d'union. Hein.
puisque l'adjectif qualifie le nom et l'adverbe qualifie le verbe. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ok, mal, mauvais, oh, c'est bad. Donc du coup, on va dire, this movie ends, troisième personne du singulier présent simple, bad. Non, c'est pas bad. Pourquoi? Parce que bad, c'est l'adjectif et l'adverbe, c'est badly. Mais si vous n'avez pas le réflexe de vous dire ou de comprendre intuitivement que c'est un adverbe, vous allez dire « This movie ends bad ». Et là, vous faites une énorme faute. D'accord? Ça marche pas. Est-ce que tu peux me le dire plus précise? Vous voyez, si je vous disais « Est-ce que tu peux me le dire plus précise ?» Vous comprenez, mais en fait, plus précisément. Vous voyez, là, vous allez chercher intuitivement, en tant que francophone, l'adverbe. Et bien là, c'est ce qui se passera pour l'anglais. OK? Même chose. Who saw you? Qui t'a vu? Someone saw me. So, who, c'est le sujet. Mais whom did you see? You saw someone. Tu as vu quelqu'un. Le whom, le qui. Ici, c'est un complément. Du coup, si c'est un complément, on dit whom. Et si c'est un sujet pour dire qui, on dit who. D'accord? Et parfois, les anglophones eux-mêmes font la faute. Vous voyez? Donc en fait, bien comprendre la différence, le sujet, subject, object, le sujet et l'objet, ça vous permet d'utiliser le bon mot en anglais et en français, c'est le même. C'est qui. Qui. Donc si vous faites des équivalences, vous allez dire, OK, who. Who did you see? Non. Whom did you see? Because I saw someone. Parce que j'ai vu quelqu'un. Whom, c'est le object. Ici, il est complément. Et là, who saw you? Qui t'a vu? Someone saw you. C'est subject. C'est le sujet. OK? Donc là, on a vraiment balayé les grosses différences dans tous les compartiments du jeu, si je puis dire, entre l'anglais et le français. Je fais assez rarement, voire très rarement, ce type de vidéo. Mais je trouve que ça permet de bien recentrer votre apprentissage et de comprendre en fait, encore une fois, ce que je vous dis souvent. 1. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Et 2. Ce qui fait la différence entre un bon apprentissage et je progresse pas bien en anglais, c'est aussi comprendre que l'anglais n'est pas du français en anglais. Et si vous avez bien suivi tout ce qu'on a vu ici, je pense que pour vous, c'est clair maintenant. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, mettez-le juste en dessous. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Si vous voulez télécharger toutes les diapositives, c'est très simple. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Bye bye, have a nice day.